Construite dans les années 70, la prison de Bordeaux-Gradignan est entourée d'un mur d'enceinte de 6 mètres de haut, de chemins de ronde, de grillages et de barbelés. Une structure dominée par 3 miradors, surveillés par des agents armés. La prison paraît inviolable, une vraie forteresse. Pourtant, des images filmées depuis l'intérieur montrent une toute autre réalité. Des vidéos exclusives tournées il y a 2 ans que des surveillants ont accepté de nous décrypter. Les radars restent, tu confirmes les projections? Ça tombe plein pot là, dans les filets. La principale porte d'entrée de la drogue et des téléphones, la voici. C'est la cour de promenade elle-même. Là, vous voyez, c'est un sac qui contient toute une série de projections qui ont été récupérées. Et c'est comme si vous alliez faire vos courses, en fait. Vous sortez d'un grand magasin, ça contient peut-être de la drogue, de la viande. Tout le monde se fait plaisir, en fait. On est détendu, comme si de rien n'était. Ils se cachent même pas, en fait, ils consomment. Et pendant qu'ils fument, ils nous font pas chier, tout simplement. Ça, c'est des petites bouteilles de yop qui sont remplies d'alcool fort, de vodka, de whisky. Voilà. Et l'apéro, il est fait, comme on le voit. La cour est pourtant bien recouverte de filets destinés à empêcher ces projections. Mais ces derniers sont troués, au point qu'une colonie de pigeons y cohabite avec les détenus. Une partie des filets ont été percés avec des cailloux, avec des objets tranchants. Les filets sont complètement en lambeaux, en fait. Les colis lancés depuis l'extérieur s'agglomèrent sur le dessus du filet. Les détenus n'ont plus alors qu'à les pousser vers les trous. Comme à la fête foraine, à l'aide de bouteilles ou d'un ballon de foot. Ce ballon ne sert qu'à récupérer les colis. Là, vous voyez, il récupère le colis. Il regarde ce qu'il y a dedans. Les projections de colis se font très souvent au début des promenades. Et tout ça, c'est coordonné. Il leur faut le temps de récupérer, c'est organisé, et rien n'est fait au hasard, en fait. Une organisation méthodique, orchestrée notamment par cet homme en blanc. C'est le parrain. C'est Tony Montana sur la cour de promenade. Extrêmement respecté, extrêmement redouté sur Gradignan. Il gérait une bonne partie des projections et des trafics en détention. Il passe commande, tout simplement, et les projections vont pas tarder à arriver. Avant, il n'y avait pas de trafic de stupéfiants à tel niveau. Là, les prisons sont devenues des points de deal. Ici, là, ils sont en train d'effriter le cannabis. Ce sont des réseaux, des groupes de détenus qui gèrent les cours de promenade, les trafics, les business. C'est une petite mafia sur la cour de promenade. On ne peut rien faire. On a interdiction d'intervenir sur les cours de promenade. On est spectateur de la situation. On ne peut pas. Ils sont trop nombreux. On ne peut rien faire. Les surveillants ne peuvent intervenir que dans les cas extrêmes, sur ordre du directeur et avec une équipe spécialement formée. Cette cour de promenade où tout semble permis, nous voudrions la voir. Nous avons donc fait une demande de tournage auprès du ministère de la Justice. Donc je vous dis que dans les 6 mois, là, ce ne sera pas possible. C'est-à-dire que dans 7 mois, ce serait possible? Moi, j'en sais rien, ça, je peux pas vous le garantir non plus. Là. Parce que de toute façon, nous, le reportage, on va le faire, en fait. Ah bah, écoutez, faites-le. Vous allez le faire avec qui? Bah, on va... Pas en établissement pénitentiaire, en tout cas. Pas avec nous, alors. Le ministère ne nous ouvrira effectivement jamais les portes du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan. Seule option pour y accéder, suivre un député ou un sénateur. Une loi les autorise à inspecter à tout moment les prisons, accompagnés de journalistes. Bonjour, Alain David, député de la Gironde. Oui. Je souhaite visiter cet établissement. Pendant notre attente, le surveillant va se montrer plutôt bavard. C'est une prison qui fonctionne bien, vous avez tout ce dont vous avez besoin? Du tout, pas du tout. Il y a des drones qui arrivent, il y a tout. Il y a des projections, des fois c'est à manger, et les produits stupéfiants beaucoup. Juste devant le poste de sécurité du surveillant, circulent librement des détenus. Ils sont en semi-liberté, c'est-à-dire qu'ils ont quartier libre quelques heures par jour
pour préparer leur réinsertion avant de retourner la nuit en prison. Ce détenu rentre justement, mais pas les mains vides. Ce matin, j'ai ramené 10 grammes. Et là, j'ai ramené 2 grammes en plus. Ça fait 12 grammes. Comment tu fais là pour rentrer avec 12 grammes? C'est simple, j'arrive, il ne me fouille pas, je passe entre les portiers. Et le shit, ça ne sonne pas. De l'aveu même du directeur, la drogue serait omniprésente dans la prison. Ça arrive de partout. Ça arrive par les parois, ça peut arriver aussi par d'autres moyens. C'est une quantité très importante. Je ne donne pas des chiffres. On est sur quelques petits kilos, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots, de produits stupéfiants. Mais on démultiplie ça veut dire qu'on peut se droguer en prison, quoi. Ça veut dire, monsieur le député, que la prison, elle n'est pas totalement sous cloche. C'est pas hermétique. Il y a une certaine porosité. Nous demandons à voir la fameuse cour de promenade où les vidéos ont été tournées. Oula. Avec ces fameux filets qui ont depuis été remplacés avec une matière plus résistante. Il en faut plus pour dissuader les détenus qui n'hésitent pas à récupérer les colis hors de la cour en escaladant. Ah, allez, merci. Dans le chemin monde. Le détenu n'a pas de gants, n'a pas d'équipement, peu importe, il y a une telle pression, il faut absolument récupérer les colis. Il va dans le chemin de ronde, c'est pas pour s'évader, c'est pour récupérer les colis parce que les patrons du trafic lui ont demandé d'aller le faire. Vous descendez du grillage, descendez! Il lui explique où aller. Il va lui faire signe, plus par là-bas, plus par là-bas. Tout ce qu'on sait faire, c'est leur demander de descendre. C'est envoyer des gens derrière qu'il faut, pour les menotter, pour les récupérer, être réactif. L'individu est en train de réintégrer la promenade. Je répète, l'individu est en train de réintégrer la promenade. Quand on sort d'un mur, c'est pour s'évader. Ben non, lui, sous la pression, il a juste été récupérer les colis. Pour échapper au contrôle une fois les colis récupérés, les détenus utilisent ces bouts de tissu accrochés aux barreaux des cellules. Ils pullulent dans la cour de Bordeaux-Gradignan. On appelle cela des yo-yo. Ça permet de remonter directement la marchandise dans les cellules sans passer par la fouille qu'il risque d'y avoir au niveau du retour de promenade. Et ça permet de livrer et de cacher directement dans les cellules. Là, t'as encore un téléphone qui va remonter avec du stup dans une chaussette noire. Les mêmes techniques sont utilisées dans les 186 prisons de France. Plusieurs détenus, actuellement incarcérés à Bordeaux et ailleurs, ont accepté de nous raconter l'organisation de ce trafic depuis leurs cellules. Pendant des mois, nous avons échangé avec eux en visioconférence. Ce détenu, qu'on appellera le livreur, se présente comme un as du yo-yo. Tu veux dans le On est déjà reliés en fait. Ah, c'est bon, on est branchés déjà. Pour éviter une fouille où seraient découvertes de grosses quantités de drogue, le livreur n'a jamais de stupéfiants dans sa cellule. Il dispose de ce que les détenus appellent un garage. Un garage, c'est quelqu'un qui garde des choses illicites, qui est interdit, qui rapporte des problèmes. Un garage, c'est un détenu qui n'a pas d'argent, qui est faible, on va dire. C'est le garage qui garde la drogue, c'est le garage qui garde l'argent, c'est le garage qui garde la somme. Une sorte de pièce qui permet aux trafiquants de stocker leurs marchandises et de ne pas se faire attraper en cas de fouille. Celui que nous appellerons le prof organise différents trafics et maîtrise toutes les combines de la prison. Mais au moins, s'il arrive une fouille comme il s'est passé, c'est lui qui a la responsabilité du téléphone. C'est lui qui prendra le CRI, rapport d'incident, détention. Tous les jours, il y a 3 cellules qui sont fouillées. Finalement, ça fait un roulement de 1 mois et demi sur chaque cellule tranquille. Moi, admettons, aujourd'hui, on vient me fouiller. Je sais que normalement, on va dire dans 5 à 6 semaines, je vais être fouillé. Dans 5 à 6 semaines, mon téléphone au garage. Même lors d'opérations massives où la police prête main forte aux agents pénitentiaires, les détenus disent avoir la parade. Et par rapport aux fouilles de cellules qui ont lieu d'habitude, c'était plus impressionnant, c'était plus massif? Il fouille tout, Sauf que le problème, c'est que nous, on y vit. On vit dans 9 mètres carrés. Eux, ils viennent, ils ont une image en tête, mais ils vivent pas dedans. Nous, on y vit.
On va le cacher dans le matelas, on va le cacher dans les habits. Un business qu'on dissimule parce qu'il rapporte. Quand on vend de cannabis, dehors, ça vaut entre 300 et 500 euros dehors, d'accord? En détention, c'est entre 1005 et 2000 euros. Comme à l'extérieur, le trafic de drogue a sa hiérarchie, avec ses petites mains et ses barons. Une hiérarchie sans pitié. Allez, ça bastonne pour Est. C'est simple, tu balances, on te croise, on t'éclate la tête. Un trafic où des clans s'affrontent pour avoir le contrôle du marché sur la prison. Ouais, j'ai vu des gens, ils descendent dans le fond de mal, je les ai plus jamais revus. Il y a un tel trafic en détention que c'est inévitable. Le problème, c'est que les matons, ils sont sous-effectifs, souvent. On préfère qu'ils règlent leur compte sur la cour de promenade plutôt que les étages explosent. En prison, un autre business génère autant de violence que la drogue. Celui des téléphones portables, car ils sont la pièce maîtresse de tous les trafics. Levez, s'il vous plaît. Laissez encore. Ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation-là? Ouais, ça fait un petit moment quand même. J'ai fait 17 ans. Depuis 2021, toutes les cellules sont équipées de cabines téléphoniques, comme ici, à Bordeaux-Gradignan. Vous arrivez à communiquer? Ouais, impeccable, la cabine, tout fonctionne bien. Je ne vais pas vous demander si vous avez des téléphones portables, mais... Ah ben, même si on en a, on va pas le dire. 4 étages plus bas, lors des promenades, les téléphones sont partout. Comme si la cour n'était plus qu'une immense cabine téléphonique permettant l'organisation des trafics. Comment tous ces téléphones se retrouvent-ils ici? La prison est pourtant dotée de portiques de sécurité et de scanners à rayons X. Et ça permet de détecter quoi, ça? Là, vous passez votre affaire, votre bagagique, vos linges, et ça détecte tout ce qui n'a pas à être contenu dans un sac de linge, dans un sac. Un téléphone, ça le détecte obligatoirement? Un téléphone, des substances interdites. Il y a une coloration des produits qui fait que l'on sait que c'est le cannabis, c'est la cocaïne. Ouais. Quand vous prenez l'avion, vous passez sur un portique. Oui. Donc, si vous venez, vous ressortez. Oui. C'est pareil, c'est un portique. Donc, personne peut passer des téléphones par ici? Évidemment. Évidemment. En quelques clics, nous trouvons pourtant des sites spécialisés dans la revente de téléphones qui seraient indétectables au portique des prisons. Site spécial détenu, 100% détenu. Retrouvez les accessoires indispensables à votre détention. Pour faire sa pub, l'un d'eux s'appuie même sur des vidéos faites par des détenus. Commande reçue. Carré, frérot. Melrose S9X, il rentre direct, tu vois. C'est la taille d'un pouce. Particularité, pour ne pas sonner au portique, en plus d'être tout petits, ces téléphones contiennent très peu de métal. Merci à tous pour votre confiance. 1000e commande. Un business qui rapporte. Produits en Chine selon les modèles, ils sont revendus entre 29 et 159 €. L'un des sites propose des remises en main propre, directement du vendeur au client. Cette boutique en ligne serait gérée par un ancien détenu. Il nous a donné rendez-vous en grande banlieue parisienne, au pied de cet immeuble. Ah, c'est là-bas. Bah tenez, hein, lui il m'a dit ça, j'ai pas de clé USB par contre. Comment on est sûr qu'il passe pas au portique? Franchement, je sais pas. Vous voulez que je l'appelle S'il y a moyen. Ouais, je suis avec eux, ils ont quelques questions à te poser, tu veux bien y répondre? Bonjour, ça va? Comment on est sûr qu'il passe pas au portique? Moi je vous dis, c'est un téléphone qui ne sonne pas au portique, il faut qu'il soit déchargé complètement. Que le téléphone métal, pas de fermeture éclair, pas de bouton de jean, rien d'autre avec vous. Et le téléphone en lui-même ne sonne pas. C'est du sérieux et je pense que voilà, si vous venez vers moi, c'est que vous avez déjà eu des échos, etc. quoi. D'après ces documents, ce business aurait rapporté aux propriétaires de ce site 150 000 € en 2023. Dans la séquence précédente, vous avez vu qu'on a acheté des mini-téléphones qui sont indétectables, soi-disant au détecteur, au portail de sécurité qui est à l'intérieur des prisons. Ils sont vendus comme tels. Donc nous, on va chercher à vérifier si c'est vraiment le cas.
Donc là, vous avez le téléphone standard qui est vendu aux alentours de 30 €. Et là, vous avez un smartphone plus complexe où il y a Internet, où il y a de la connexion. Pour avoir un élément de comparaison, c'est à peu près de la taille d'un briquet. Donc là, on va se rendre dans la prison de Bordeaux-Gradignan pour une visite. Et on va aller voir si on arrive effectivement, sans difficulté, à rentrer sans sonner au portique. Vous avez un téléphone portable? Après le passage au rayon X, le directeur conserve nos portables classiques. En revanche, nos 2 mini-téléphones dissimulés sur nous ne sonnent pas. Donc ça, c'est un téléphone qui passe à travers les portiques. Pour vérifier que le réseau fonctionne bien, nous nous isolons. Donc là, on a un téléphone. 2 téléphones. Tu vas faire un numéro. Aucun problème pour capter à l'intérieur de la prison. Le contrôle de sécurité que nous avons passé est celui que franchissent les familles des détenus lorsqu'elles se rendent au parloir. Il n'y a pas en fait de contact physique entre la personne qui est visitée et la famille. Il n'y a pas de contact physique. Je viens de vous le dire en fait. Donc, C'est pourtant grâce au contact physique au parloir que celui que nous appellerons le receleur fait entrer ses téléphones et se constitue un petit magot. Moi, je dirais, si c'est un bon mois ou quoi, je peux tourner autour de 4-6 000 €. J'achète des téléphones dehors et je me les fais venir ici, en gros. Ça peut être une dizaine. Et après, je les revends. Ça rentre par le parloir, ça, parce que c'est des téléphones qui sonnent pas au portique. Le directeur regrette l'absence de brouilleurs dans la prison. La technique qu'offrent les brouilleurs, aussi bien pour la téléphonie mobile que pour les drones, permettrait donc de diminuer considérablement et consubstantiellement la situation. Aujourd'hui, les drones sont un véritable fléau. Et les drones, aujourd'hui, ont quasiment remplacé les projections. Mais là, avec les drones, ce qui est bien, c'est que on peut le faire venir jusqu'à devant notre cellule. Grâce au drone, le receleur peut introduire des téléphones qui sonneraient au portique. Tu vas me dire un iPhone 7, un iPhone 8. Si tu as de l'argent, tu veux un iPhone 11, un 12, un 13 ou un 14, il n'y a pas de problème aussi pour ça. J'achète le téléphone au prix de dehors, il m'aura valu 100, 150 € le téléphone. Ça, après, pour me la livrer à moi, dans ma cellule, c'est pas un problème, ça. Et après, moi, je te le revends 350. Ça veut dire un bénéfice à l'aide de 200 € par téléphone. Pour organiser son trafic, le receleur peut notamment compter sur celui que nous appellerons l'avionneur. Ce dernier gère un business de livraison de produits illicites par drone, depuis sa cellule. À l'extérieur, il a toute une armée de dronistes. Mais tout ça depuis l'intérieur de la prison. Bien sûr. C'est ma spécialité, moi, on m'appelle le roi des drones. Drogue, téléphone, shampoing, entrecôte, dorade. L'avionneur est à la tête d'une petite PME clandestine qui emploie 12 dronistes qu'il appelle ses petits. C'est des petits, ils ont 14 ans, 15 ans. Ils sont mineurs. J'ai 12 drones maintenant. Et je livre dans à peu près 7 prisons dans toute la France. Nous avons pu rencontrer un de ces pilotes qui livre dans les prisons. Il ne sait pas qu'il est filmé. Moi, je calcule pas ce qu'il y a dedans. Moi, il m'envoie, il est déjà prêt, leur Paco. J'ai ma pesette, je vous vérifie juste que ça fait moins de 350 grammes. Et je le livre, moi, je m'en fous de ce qu'il y a dedans. En plus de livrer, il vend des drones trafiqués et porteurs, c'est-à-dire capables de voler dans des zones interdites de vol, comme les prisons, et équipés d'un système de largage. Appuie encore. Là, ça l'ouvre. D'accord. Vas-y, remets-le. Voilà, là, ça va tomber. D'accord. Le vendeur nous explique ses techniques pour survoler les prisons et échapper à la police. Une fois que tu sais faire, c'est simple. Bah attends, je vais te montrer sur mon téléphone. Je vais sur Google Maps avant chaque prison. Ouais. Je mets un repère sur la prison. Une fois que j'ai fait ça, je vais mesurer une distance, 600 mètres, 500 mètres, et tu vois les cachettes que tu peux trouver. Vas-y, Maël, écarte-toi un peu et voir s'il arrive à te le déposer dans la main.
En gros, en général, tu es au téléphone avec la personne, et dès qu'elle te dit lâche, bah, tu lâches. Un jeu d'enfant qui rapporterait gros. Le plus gros qu'on m'a demandé, c'était 14 paquets de 400 € pour 6 000 € à Besançon. Donc le colis de 350 grammes, tu mets une plaquette et un iPhone, un chargeur et un bloc prise. Je l'ai fait à 350 € le colis. Souvent les gens ils ne prennent jamais un colis en fait. Ils prennent 3, 4, donc ça monte vite après. Par mois, il affirme pouvoir gagner entre 25 000 et 40 000 €. Des sommes à des années-lumière des revenus dégagés par les surveillants. Plusieurs affaires de gardiens corrompus ont récemment fait la une des journaux. Surveillant de prison condamné pour corruption en Gironde. Trafic d'alcool, de stupes et de parfums. 6 surveillants de prison bientôt mis en examen. Du jamais vu. Champagne, téléphone. Un ex-directeur de détention de la prison de Fresnes emprisonné pour corruption. Avec un revenu moyen de 2 200 €, ils sont nombreux à reconnaître avoir été approchés par des trafiquants. Très clairement, c'est arrivé dans ma carrière à plusieurs reprises que des détenus me proposent de l'argent. J'étais jeune surveillant à l'époque, c'était période de Noël. Donc on ne me connaissait pas, donc les détenus m'ont testé. Il m'a dit surveillant, à Noël, besoin d'argent. J'ai réagi de manière extrêmement virulente. Parce qu'il était hors de question qu'on me prenne pour ce que je ne suis pas. Donc le détenu a compris, je lui ai dit clairement, fais passer le message à tout le monde, je ne suis pas comme ça. Si vous tombez là-dedans, vous ne valez pas mieux que les gens que vous gardez. On ne peut pas faire une mi-temps dans chaque camp, faire gardien le matin et voyou l'après-midi. Certains surveillants se montrent moins inflexibles. Les détenus savent jouer sur la corde sensible. Une surveillante, elle est seule à gérer 40 détenus. Malheureusement, elle a peut-être 3 enfants, elle gagne 1500 € par mois. Tu lui rajoutes 500 € en plus dans sa paye, ça fait 2000. Elle pense à ses 3 enfants. Elle va te dire, non, tu comprends, mais à force, 500 €, elle va pas vouloir, 700, elle te dit oui. Cette minorité de surveillants qui craquent, les détenus leur ont même donné un surnom. En prison, on l'appelle ASS. En arabe, ça veut dire ASS, ça veut dire regarder, tu vois, surveiller. Tu vois, c'est un mot un peu familier, t'as compris, ça veut dire que t'as une entrée surveillant. Surveillant, ça veut dire qu'il est corrompu, il travaille pour toi. Pour parvenir à leur fin, les détenus exploitent la moindre faille. Si vous êtes fatigué, si vous avez des addictions, si vous avez des faiblesses, si vous avez des besoins, ils savent vous faire parler, ils savent vous mettre à l'aise. Ça peut commencer tout simplement en vous proposant « Bonjour surveillant, comment tu vas ?» le tutoiement, on propose un café, on met à l'aise les gens, on les met bien, comme on dit. Gilles est tombé dans le piège. Il n'encaisse plus la violence de la prison. Pour surmonter son quotidien, avant d'aller travailler, il a trouvé un refuge, l'alcool et la drogue. Au téléphone, il nous explique comment il est tombé dans l'engrenage. Le petit-déj, c'était café whisky. Et pendant que je buvais mes cafés whisky, c'était pétard. Et quand j'arrive à la prison, je suis complètement éclaté. Tout le monde le savait. Y compris les détenus, qui lui proposent de la drogue pas chère, voire gratuite. Il me dit, va là, récupère ta conso, tranquille, tu vois. Soit il me fait un tarif, donc au final, je peux payer pratiquement pas cher ma conso. En échange, Gilles ferme les yeux sur leur business au sein de la prison. C'est ce qu'ils appellent corruption passive. Voilà, moi on me reproche d'avoir été laxiste. Gilles a depuis été révoqué. Certains agents sont allés encore plus loin, introduisant de grosses quantités de drogue, comme à Beauvais ou Bordeaux. Comment l'ENAP, l'école nationale qui recrute les agents de l'administration pénitentiaire, repère-t-elle ces profils vulnérables, susceptibles de collaborer avec les trafiquants? Pour mieux comprendre, nous avons passé le concours, équipé d'une caméra cachée. Après avoir réussi les écrits, nous sommes convoqués à un entretien destiné à tester notre probité. Quelle couleur de la barre? C'est ça, c'est le Famali. Ouais. Oui, vous en sortirez, vous en soyez rassurés.
monsieur. Bonjour. Je vous serre la main, Asseyez-vous, vous inquiétez pas. Face à moi, 3 agents de l'administration pénitentiaire, dont un directeur de prison. D'emblée, je suis mise en situation. Dans l'une des cellules sous ma responsabilité est incarcéré un de mes amis. Vous interpelle, il vous explique pour le massage du courrier le matin, il est obligé de mettre une carte d'anniversaire pour son fils, donc c'est l'anniversaire 2 jours après. Et il vous demande, est-ce que en sortant de 13h, tu peux poster ça vite fait, histoire que mon fils ait sa carte d'anniversaire en temps et en heure. Ah non. C'est une carte d'anniversaire, l'enveloppe est toute verte. Oui, mais non. Pendant 30 minutes, le jury enchaîne les questions pièges. Au revoir. Merci. Des situations en apparence anodines, mais qui peuvent pourtant se révéler le début d'un engrenage infernal que maîtrisent parfaitement les détenus. Elle ne veut pas collaborer. Demain, elle se fait balancer. Elle garde son travail. Ils ont commencé à vous piéger. Ils ont forcément des preuves. Ils ont peut-être eux-mêmes des vidéos ou des enregistrements. Je ne sais pas si vous font chanter. Les détenus gagnent dans tous les cas. Ou bien vous coopérez, ou bien ils vous dénoncent et obtiennent même une récompense. Vous voyez, en prison, il y a des remises de peine exceptionnelles. Le détenu, il balance, on va lui donner 6 mois de remise de peine, et ça y est, il a pu balancer, c'est fini. Le surveillant de perquisition, il attend le travail, il faut son vestiaire, il doit retrouver des téléphones. D'autres ont recours à des méthodes de pression plus agressives. Demain, je sais, voilà, elle ne veut pas collaborer, je la menace chez elle. Des menaces de mort, des menaces de « je vais te frapper » ou « je vais t'envoyer des gens ». Cette escalade, c'est celle qu'a connue une surveillante de la prison de Meaux. Un détenu, sur le ton de la plaisanterie, lui demande de faire libérer un de ses copains. Rapidement, les blagues se font plus insistantes. On quitte ensuite le huis clos pénitentiaire pour se retrouver à l'air libre. C'est que une personne était venue à sa rencontre, lui transmettant un téléphone pour lui dire voilà, tiens un téléphone, il y a un numéro qui va t'appeler, il faut que tu répondes. À l'autre bout du fil, quand le téléphone a fini par sonner, c'était le principal intéressé qui lui a fait à ce moment-là sa proposition pour le faire sortir. Jusqu'à aboutir à une proposition financière, et c'est là en réalité que le pacte corruptif se noue, c'est à partir du moment où on lui propose de l'argent en échange d'un service. 20 000 € payés cash. Car cette surveillante est aussi greffière pénitentiaire. Les détenus peuvent lui faire une demande de remise en liberté qu'elle doit transmettre au juge dans un certain délai. S'il est dépassé, le détenu est obligatoirement libéré. Quand elle a pris conscience de la gravité en fait, de ce qu'elle s'apprêtait à commettre et qu'elle a voulu faire machine arrière, il est trop tard. Parce qu'à partir du moment où, sur le principe, elle a accepté et qu'elle a pu mettre le doigt dans l'engrenage, après, c'est fini, elle est piégée. Et le piège se referme. Là, tu nous dis que tu ne veux plus le faire, mais en fait, tu vas le faire quand même. Et si tu ne le fais pas, on connaît ta famille, on sait où elle habite, il peut t'arriver des problèmes. Terrorisée, la jeune surveillante obtempère. Quand le détenu lui donne sa demande de remise en liberté, elle ne la transmet pas au tribunal. Elle la jette à la poubelle. Le juge se retrouve contraint de libérer le détenu, un puissant baron de la drogue. La greffière pénitentiaire a été suspendue en attente de son jugement. Elle risque 10 ans de prison. À force de corrompre et de menacer, les réseaux de la drogue prennent peu à peu le contrôle des prisons. À quelques kilomètres de Marseille, la prison de Luynes. 2000 détenus, dont beaucoup ont fait de la cité phocéenne une narcoville. Où est-ce qu'on s'apprête à aller, monsieur ? Le sénateur Stéphane Le Rudulier, bonjour madame, expert du narcotrafic, vient inspecter ce qui est devenu l'un des symboles de la guerre des gangs. donc là c'est... Bonjour. Sur les murs,
des dessins de personnages du manga Dragon Ball Z, le signe de ralliement de la DZ Mafia, le plus puissant groupe de narcotrafiquants de Marseille. Généralement, ça, c'est pour se cacher du soleil. Des sacs aux serviettes de bain, chaque détail compte pour identifier ses membres. C'est que ces personnes détenues qu'on détecte du narcobanditisme, là, on va pouvoir cibler de manière beaucoup plus fréquente des fouilles. Voilà. Et là, on va avoir un œil aguerri sur ce qu'ils commandent. Ça peut nous donner une alerte et nous dire c'est pas normal. Dans ces couloirs, 20 détenus considérés comme les plus grandes têtes de réseaux criminels en France. Trafic de drogue, armes, ils continuent de diriger leurs affaires derrière les barreaux. Ah oui, c'est tout ce que vous saisissez à l'intérieur d'objets totalement illicites, Voilà, mensuellement. drogue, Classé, drogue. de ce que je sens. Oui, c'est ça. Alors 279 stupes, ça veut dire c'est quoi? C'est du cannabis, c'est du... En partie, c'est du cannabis. Majoritairement. Voilà. Et là, vous voyez que... Je vois qu'il y a une explosion. Exactement. 279, Vous voyez 436. l'explosion. Ce nouveau phénomène, il y a 20 ou 25 ans, n'avait pas cette ampleur. Enfin, on n'entendait pas des têtes de réseau, on ne parlait pas de narco-État. Un État dans lequel les narcotrafiquants vont jusqu'à commanditer des meurtres depuis leurs cellules. Marseille est la guerre des narcos qui a franchi un cap sanglant avec des tueurs à gages de 15-14 ans, un contrat à 50 000 €, un commanditaire en prison. Dans la nuit du 3 au 4 octobre dernier, le détenu de la cellule 911, surnommé le H, décroche son téléphone. À l'autre bout du fil, un jeune tueur à gages de 15 ans qu'il pilote à distance pour assassiner un rival. Mais l'opération échoue, car le jeune criminel, très nerveux, a tué le chauffeur VTC qui refusait de le conduire sur place. Depuis sa cellule, le commanditaire appelle alors la police pour dénoncer son homme de main. Au téléphone, il indique qu'il est incarcéré au quartier d'isolement de la prison de Luynes. Les surveillants organisent alors une fouille approfondie de sa cellule. Alors, de la fouille de la cellule, il nous a remis de lui-même un téléphone et une carte SIM. On ne s'est pas arrêté là, on a continué une fouille minutieuse de la cellule. Donc on a retrouvé vraiment un magasin de bricolage dans sa cellule, de quoi scier les barreaux, une carte SIM qui était emballée dans du cellophane et qui était cachée dans le pot Nutella. Et il me dit lui-même que c'est lui qui approvisionne le CP d'Excel. Comment ce narcotrafiquant a-t-il pu agir en toute impunité depuis le lieu le plus sécurisé de la prison? Notre quartier d'isolement, c'est une véritable passoire. Une nouvelle fouille suite à cette affaire-là a été organisée et on y a retrouvé 4 téléphones portables. Des prisons passoires où les armes blanches circulent partout, comme le montrent ces images, même dans certains établissements récents. Pour le vérifier, nous avons acheté ces 2 couteaux et les avons introduits via les portiques d'entrée d'un parloir, sans encombre. Est-ce qu'on peut introduire un couteau de 15 cm? La lame est coupante et il n'a pas sonné en portique parce qu'il est entièrement en céramique. Des armes qui mettent en danger les surveillants à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de la prison. Donc on a eu pour une histoire de sandwich au parloir un collègue qui a eu des tirs de Kalachnikov devant chez lui sur sa voiture. On a eu un encadrant ils ont percuté sa voiture à quelques centaines de mètres de la prison pour tenter de le mettre dans un coffre et l'amener dans la cité. On a eu une collègue qui a été mise sous protection policière pendant une quinzaine de jours puisqu'elle a été suivie suite à des problèmes au niveau de la détention. Un système carcéral à bout de souffle. Ces 3 dernières années, les agressions de surveillants ont quasiment doublé. Près de 5000 victimes, plus d'1 agent sur 10. Des chiffres inquiétants sur lesquels ni l'actuel ministre de la Justice, ni son prédécesseur n'ont souhaité s'exprimer.